Entretien numéro 69, nous sommes le vendredi 31 août. Que pensez-vous de la démission de Nicolas Hulot du gouvernement ? Eh bien donc, bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. La démission de Nicolas Hulot du gouvernement, maintenant tout le monde est au courant. Au moment où je parle, ça fait maintenant plus de 48 heures que c'est arrivé. En gros, tout le monde a bien compris que Nicolas Hulot s'était fait avoir. Il avait accepté d'entrer au gouvernement de Macron après avoir refusé d'entrer dans un gouvernement sous la présidence de Jacques Chirac, après avoir décliné la même proposition de la part de Nicolas Sarkozy, après avoir également refusé la même proposition de François Hollande. Et puis finalement, peut-être parce que il voyait le temps passer et que peut-être il s'imaginait que ça serait cette fois-ci ou jamais, il avait accepté, c'était en mai 2017, la proposition d'Emmanuel Macron. Le problème, c'est que Nicolas Hulot, en fait, est tombé dans un piège. Peut-être s'est-il imaginé qu'il allait changer et surmonter les lourdeurs qu'il devait imaginer, mais dont il ne devait pas imaginer qu'elles fussent aussi lourdes. Il est entré dans ce gouvernement. À l'époque, en mai 2017, tout le monde avait dit que c'était un coup de maître de Macron qui était parvenu à enfin avoir ce grand homme. On attendait beaucoup et puis ça a fait pchit. En bref, le bilan de Nicolas Hulot est très très mince. Il n'y a pas grand-chose. Certains lui le créditent de l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes près de Nantes. Moi, je pense personnellement que s'il n'y avait pas eu Nicolas Hulot au gouvernement, l'aéroport eût été abandonné quand même parce que il posait vraiment des problèmes considérables de maintien à l'ordre public, mais aussi des problèmes de fonds, notamment de fonds avec un S, c'est-à-dire de financement, et puis de fonds sans S, c'est-à-dire est-ce que c'est nécessaire de contribuer encore et encore à la macadamisation généralisée, à l'artificialisation généralisée des sols de France, où il y a de plus en plus, il y a des centaines d'hectares qui, chaque année, des milliers d'hectares qui sont artificialisés. Bref, on ne le saura jamais, mais c'est quand même un bilan qui est assez mince, puisque sur tout le reste, il n'a à peu près obtenu rien. C'est d'ailleurs pas moi qui le dis, c'est lui-même, lorsqu'il a fait cette annonce tonitruante devant l'émission, la matinale de France Inter, alors qu'il n'avait prévenu ni le président de la République ni le Premier ministre. Il est même possible d'ailleurs qu'il se soit décidé dans les minutes précédant cette matinale, puisqu'on prête à Nicolas Hulot la volonté depuis des mois et des mois de claquer la porte. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Je renvoie à ce que je disais ici même dans cet entretien d'actualité. C'était le 17 mai 2017 où j'avais annoncé exactement ce qui allait se passer. C'est-à-dire que Nicolas Hulot allait essayer de faire son métier, que progressivement il serait verrouillé par toute une série d'obstacles dirimants, et puis au bout du compte, lassé d'être critiqué par les associations écologistes, brocardé par les uns et par les autres, eh bien il finirait par claquer la porte et faire un feu d'artifice. Objectivement, c'est très exactement ce qui s'est passé. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi ? Alors certains, il a évoqué lui-même le poids des lobbies. Oui, il y a des forts lobbies, bien sûr. Des forts lobbies qui s'exercent sur le président de la République, le Premier ministre, les ministres. C'est d'ailleurs un des points fondamentaux de la société française actuelle. Il y a 50 ans, les lobbies n'avaient pas le droit d'exister. C'est encore une fois une mode américaine. À l'époque, on appelait ça, les lobbies étaient interdits, ou à peu près interdits, en tout cas aussi ouvertement que maintenant. On appelait ça du trafic d'influence. Parce que ce que c'est qu'un lobby, c'est exactement du trafic d'influence. Les organismes qui travaillent pour des sociétés et qui vont essayer d'influencer les dirigeants de l'exécutif ou les parlementaires font du trafic d'influence. C'était interdit normalement dans la société française. Sous l'influence américaine, sous l'influence anglo-saxonne, on a désormais toléré que les lobbies soient là pour venir faire valoir leurs intérêts. Mais lorsqu'un lobby fait valoir son intérêt, lorsque c'est un groupe industriel, un groupe pharmaceutique qui fait valoir son intérêt, il le fait valoir au détriment de qui, à votre avis ? Au détriment du peuple. Parce que le peuple n'a pas de lobby. Le peuple, son seul lobby, ce sont les élections. Et puis ensuite, ce sont les parlementaires qui sont là, normalement, pour porter la volonté du peuple. Mais entre les élections, et si les parlementaires se laissent acheter, soit corrompre, ça peut arriver,
soit tout simplement influencé par une espèce d'opinion dominante, eh bien, le peuple n'a plus de lobby. Voilà. Alors, Nicolas Hulot a été sans doute la victime de lobby, mais Nicolas Hulot, il a surtout été victime du fait d'entrer dans un gouvernement européiste. Que ce soit Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron, nous avons des présidents de la République qui d'ailleurs ne portent plus vraiment les responsabilités d'un président. Ils en ont l'apparence. C'est le Canada Dry du président. Ils ont l'apparence d'un président de la République, encore que François Hollande ne l'avait pas vraiment d'ailleurs, ni d'ailleurs Emmanuel Macron. Mais ils n'en ont pas la réalité, du moins la réalité du pouvoir telle qu'on la connaissait du temps de Charles de Gaulle. On est donc face à des dirigeants qui n'obéissent plus au peuple français, sont soumis à des lobbies bancaires, financiers, industriels, pharmaceutiques et j'en passe, et des gouvernants qui ont plongé la France dans cette prison des peuples qui est l'Union européenne, qui dicte toute une série de politiques. Voilà, j'ai suffisamment parlé de ça depuis plus de 11 ans pour que je puisse être relativement rapide sur le sujet. Vous savez que les traités européens nous imposent une politique ultralibérale dans tous les domaines. Vous savez qu'ils nous imposent la libre circulation des mouvements de capitaux, donc les délocalisations, donc le fait qu'au lieu de produire localement et à proximité des gens, on va désormais les produits industriels, par exemple, les produits bruns, les produits blancs, les jouets, les meubles, les ordinateurs, les produits électroniques, etc., tout ça va être transféré à 15 000 kilomètres. Ce qui est fabriqué à 15 000 kilomètres, si on veut que ça vienne en France, il faut une noria de supertankers pour les hydrocarbures, une noria de porte-conteneurs géants qui passent par le Cap de Bonne-Espérance, qui font 20 000, 25 000 kilomètres sur les océans. Tout ça coûte de l'argent, ça dégage, ça consomme des hydrocarbures, ça pollue les océans. Il y a très régulièrement d'ailleurs des conteneurs qui basculent à travers, qui tombent des porte-conteneurs. Ça favorise les développements, l'émission de gaz à effet de serre. Ça développe l'industrie dans des pays comme la Chine, le Bangladesh, l'Inde, où les législations sur la protection de l'environnement sont extrêmement faibles. Et donc l'ultralibéralisme, dans sa quintessence, est contre le principe même de la protection de l'environnement et contre l'écologie. De plus, c'est un mode de vie qui favorise l'obsolescence programmée, qui favorise l'hyperconsommation, qui favorise en fait le gâchis généralisé. Là aussi, ça se heurte à la gestion d'une planète propre, d'une planète selon des normes écologiques. Et puis également, cet ultralibéralisme met sur le devant de la scène Mammon, c'est-à-dire le dieu argent. C'est la seule chose qui compte. Toujours dégager plus de profit pour les actionnaires des grands groupes industriels, pharmaceutiques, d'agroalimentaire, etc., etc. À partir du moment où c'est la loi du profit maximal le plus rapidement possible qui prévaut, on ne peut pas avoir une politique de bon père de famille, comme on dirait en termes juridiques, c'est-à-dire une politique qui vise à protéger l'environnement, qui intègre d'autres contraintes que simplement l'hyper-rentabilité. Par exemple, la protection des paysages, par exemple, le maintien d'agriculteurs en zone rurale, par exemple, l'idée de ne pas faire circuler des matières sur les océans sur 15 ou 20 000 ou 25 000 kilomètres. Tout ça est contrebattu par les traités européens et cet ultralibéralisme. En d'autres termes, et ça sera ma conclusion, Nicolas Hulot, s'il a démissionné, c'est que la démission de Nicolas Hulot en termes politiques profonds, ça montre l'incompatibilité qu'il y a entre une politique écologique sérieuse et la participation à l'Union européenne. Il y a d'ailleurs une extraordinaire inconséquence, notamment de la part des écolos de EELV, de se dire à la fois extrêmement pro-européens et de vouloir défendre l'écologie. C'est pas possible. Ils savent très bien, ou ils devraient savoir, que les traités européens, justement, poussent à l'ultralibéralisme. Et évidemment, ils s'en sortent, comme d'habitude, par la pirouette, qu'ils sont pour une autre Europe, une Europe écolo. C'était déjà le slogan des Verts en 2005, au moment de la Constitution européenne, c'est-à-dire il y a 13 ans. Depuis 13 ans, rien n'a changé, sinon en pire, en matière de protection de l'environnement.
Si normalement Nicolas Hulot était la personne sincère que certains croient voir en lui, Nicolas Hulot devrait dire que l'une des raisons fondamentales de son échec, c'est tout simplement que la France appartient à l'Union européenne. Et Nicolas Hulot devrait dire aux Français, si vous voulez vraiment avoir la possibilité d'avoir une politique écologique digne de ce nom, la première chose à faire, eh bien, c'est de rallier l'UPR et de sortir de l'Union européenne. Je lance d'ailleurs ici un appel à Nicolas Hulot. Je l'invite ici même dans ce studio pour débattre avec lui, devant vous, de ces conditions et des raisons pour lesquelles il a été contraint de démissionner. Nicolas Hulot, maintenant la balle est dans votre camp. Je vous invite à venir débattre avec moi ou dans les studios de l'UPR.